L'histoire de l'hypnose est discutée et controversée suivant les écoles et courants internationaux. Des traces de peinture sur parois dans des grottes du Périgord en France démontrent 17 500 ans avant Jésus-Christ des processus de traitement sous hypnose et en magnétisme. Des papyrus pharaoniques relatent des séances de soins par suggestion pendant le sommeil. Les Sumériens, moins 4000 avant Jésus-Christ, ont décrit sur leurs tablettes des méthodes hypnotiques. Il semblerait que certains bas-reliefs égyptiens décrivent des passes réalisées par un magnétiseur. L'énergie serait imagée par des croix en C partant en direction du patient. Un papyrus trouvé par George Ebers contient la phrase « Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille ». D'autres papyrus, moins 3000, montrent des miroirs utilisés par des médecins, probablement comme inducteurs hypnotiques pour réaliser des anesthésies ou analgésies. Le médecin Avicenne, au XIe siècle, est probablement le premier à expliciter le concept de suggestion et d'autosuggestion, tandis que Paracelse, au XVIe siècle, est un des premiers à mentionner les fluides de la continuité entre le corps et l'esprit. Paracelse disait « Que l'objet de vos croyances soit vrai ou imaginaire, vous obtiendrez le même résultat. Supprimez l'imagination et la confiance, et vous n'obtiendrez rien. » Ce qui est indubitable résulte que les fondements de l'hypnose aujourd'hui se trouvent dans les techniques de médecine traditionnelles, parallèles et alternatives, ainsi que dans ce qui a été nommé par Mesmer, le magnétisme animal. Il est donc difficile de revendiquer une histoire de l'hypnose et de rendre à chacun le mérite et la reconnaissance de son travail. Je vais vous nommer les grands noms cités régulièrement qui se sont souvent attribués un mérite qui ne leur appartient pas réellement. Il existe un grand nombre d'histoires qui peuvent être en réalité des légendes urbaines, et dans chacune se trouve une parcelle plus ou moins grande de vérité pertinente à étudier. Hypnose vient d'hypnos, en grec fils de la nuit, et frère jumeau de la mort. Hypnos est le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. On disait de lui celui qui veille lorsque tout le monde dort. L'hypnose n'est-elle pas alors un état de veille particulier plutôt qu'un état de sommeil ? Au XVIIe siècle, influencé par Richard Mead et d'autres, Franz Anton Mesmer, savant fou, expose la thèse du magnétisme animal et utilise des aimants pour réorienter le fluide magnétique du patient. Mesmer est le premier à avoir l'ambition de donner une interprétation enfin rationnelle à des phénomènes que l'on peut décrire sous le terme général de transe et qui, tels quels, semblent désigner l'irrationnel ou la magie. Il postule l'existence d'un fluide magnétique universel dont on peut faire une utilisation thérapeutique. Lors de traitements collectifs autour de son célèbre baquet, se manifestent des phénomènes contagieux et de crises magnétiques, au cours desquels les femmes de la meilleure société perdent leur contrôle, éclatent d'un rire hystérique, se pâment, sont prises de convulsions. En 1777, Mesmer quitte Vienne considéré comme un charlatan après un échec thérapeutique. Il se réfugie alors à Paris, à la cour du roi, où il devint le médecin de la reine Marie-Antoinette. Avec Mesmer, l'hypnose acquit une immense popularité. Il obtint de nombreuses guérisons spectaculaires, dont celle d'un aveugle. Cela lui valut la célébrité jusqu'à ce que ses expériences aient pris une tournure différente. En effet, ce dernier orienta ensuite ses recherches vers le paranormal. Il constata que certains sujets en état d'hypnose pouvaient révéler des dons et des talents ignorés d'eux dans la vie de tous les jours. Tout ce volet touchant à la clairvoyance contribua à discréditer l'hypnose dans le milieu scientifique et à faire de Mesmer un personnage très controversé. Également, si les pratiques de Mesmer attiraient les foules, certains de ses agissements, ses mises en scène parfois extravagantes, provoquaient scandales et controverses. Poussé par ses médecins, le roi Louis XVI nomma alors une commission d'enquête. À la même époque, en 1784, Armand Marie-Jacques de Chastenay de Puységur, marquis de Puységur, commence à pratiquer le magnétisme animal pour soigner les maux de ses vassaux dans son domaine de Buzancy, dans le Soissonnais. C'est le 4 mai, alors qu'il tente de soulager par le magnétisme un jeune paysan, Victor Race, alors âgé de 24 ans, que Puységur constate, au lieu des convulsions de la crise mesmérienne qui l'attend, que Victor tombe dans un sommeil calme et profond. À son grand étonnement, Victor, bien qu'apparemment endormi, manifeste une activité mentale intense, s'exprime dans son patois et sur des sujets qui excèdent des préoccupations habituelles. Alors qu'il reproduit ses expériences les jours suivants, une autre chose étonne le marquis. Lors de ses accès,
que Puységur qualifiera de somnambulisme provoqué ou sommeil magnétique, Victor semble capter ses pensées et ses désirs sans qu'il ait besoin de les formuler. Par ailleurs, lorsqu'il est en transe, Victor aide Puységur à diagnostiquer les maux des autres malades et lui explique la conduite à tenir envers eux. On parlera de lucidité magnétique pour qualifier la clairvoyance des somnambules sur leur propre maladie, sur celle des autres et sur les remèdes qui leur conviennent. En 1785, le mesmérisme fut l'objet d'une enquête par la Commission royale de Paris, présidée par Benjamin Franklin, qui était ambassadeur des États-Unis en France. Une série d'expériences comparées à l'effet placebo discrédita complètement Mesmer et la notion du magnétisme animal. Celle-ci reconnaîtra les guérisons de Mesmer, mais refutera l'idée de magnétisme. Suite à ces conclusions, l'hypnose fut interdite. Parmi les successeurs de Mesmer, certains continuent à croire dans l'existence du fluide, tels Puységur ou Deleuze. D'autres, tels l'abbé Faria, le baron Hénin de Cuvilliés ou le médecin Alexandre Bertrand, rejettent la notion de fluide magnétique et se trouvent à l'origine des théories modernes de l'hypnose. Le magnétisme n'a pas reçu ses lettres de noblesse à ce moment, car les études concluaient que les effets observés étaient dus à l'imagination du patient. C'est justement là que réside le pouvoir de l'hypnose, précisément. Avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, cela aurait dû rendre service à cette approche. Discrédité, Mesmer fut alors contraint de quitter Paris. Il mourut dans son pays le 18 mars 1815. « Je vous magnétise », disait Mesmer. « Je vous hypnotise », dira Brede. José Custodio de Faria, né en 1756 à Bardez, à Goa, capitale des Indes portugaises, est mort à Paris le 20 septembre 1819, est le prêtre catholique, révolutionnaire et scientifique portugais dont les études sur le magnétisme animal et l'hypnose firent longtemps autorité. Les théories scientifiques de l'abbé Faria sont connues sous le nom de farisme. Sous le nom d'abbé Faria, il apparaît comme personnage important dans le célèbre roman Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Initié à la pratique du magnétisme animal en 1813 par Marie-Jacques de Chastenay, marquis de Puységur, il dépasse rapidement son maître, dont il enrichit et affine les méthodes qu'il étend à la race humaine. Il ouvre à Paris un cabinet de magnétiseurs. La même année, il donne toujours à Paris un cours sur le sommeil lucide dans lequel il critique la théorie du fluide magnétique de Franz Anton Mesmer. Son livre sur le magnétisme animal, de la cause du sommeil lucide, publié peu avant sa mort, commence par une épître de Chastenay de Puységur. Sa pratique de l'hypnose par suggestion lui amène une clientèle considérable, mais aussi une prompte réaction de discrédit de la part des conservateurs qui le traitent de fou et de sorcier. Il passe les dernières années de sa vie comme chapelain dans un couvent. D'un point de vue scientifique, Faria met en évidence le caractère purement naturel de l'hypnose. Il est le premier à décrire précisément et scientifiquement ses méthodes et ses effets. Et il anticipe les possibilités de la suggestion hypnotique sur le traitement des maladies nerveuses. Parmi les disciples de Faria, on trouve le médecin Alexandre Bertrand et le général François-Joseph Noizet. On retrouve également l'influence de Faria dans le premier livre sur le magnétisme animal, que publie Ambroise-Auguste Liébaud, le chef de file de l'école de Nancy, du sommeil et des états analogues, en 1866. Comme l'a montré Bertrand Meheust, on peut considérer que l'hypnose est une redécouverte de la pratique des magnétiseurs par des médecins, épurée de certains phénomènes jugés occultes et en tant que tels inacceptables par l'Académie. Le premier à réutiliser les techniques du magnétisme animal, tout en voulant se démarquer des magnétiseurs, est le médecin généraliste écossais James Braid. Il commence à s'intéresser au magnétisme animal en 1841, lorsqu'il est le témoin, à Manchester, d'une démonstration du magnétiseur franco-suisse Charles Lafontaine. On attribue souvent et abusivement à Braid l'invention du terme hypnose, dans son livre Neurohypnologie, traité du sommeil nerveux ou hypnotisme, qu'il publie en 1843. En réalité, le terme hypnotisme avait déjà été utilisé par le baron Étienne Félix d'Hénin de Cuvilliés en 1819. Braid essaie de se différencier des travaux des magnétiseurs imaginationnistes, tels que Alexandre Bertrand et l'abbé Faria. Braid définit l'hypnotisme comme un état de sommeil nerveux dans lequel il est facile de plonger une personne en utilisant l'induction par la fixation sur un objet brillant. Il utilise cette méthode notamment pour obtenir l'anesthésie
lors d'opérations chirurgicales d'amputation sur des lieux de guerre. On rappellera que l'éther en anesthésie ne sera utilisé pour la première fois aux États-Unis qu'en 1842 et en France en 1847. L'âge d'or de l'hypnotisme en France, de 1882 à 1892, est marqué par les polémiques entre l'école de la Salpêtrière de Jean-Martin Charcot et l'école de Nancy de Hippolyte Bernheim, tandis que Charcot l'utilise dans une perspective expérimentale. Notamment pour mieux comprendre les paralysies hystériques, Bernheim se concentre sur l'utilisation thérapeutique de l'hypnose qu'il finit par réduire à la suggestion. La loi Chevandier, le 30 novembre 1892, apporta le monopole des soins de santé aux docteurs en médecine. Les officiers de médecine et leurs confrères médecins, intéressés par les techniques non reconnues qui s'exprimaient pour la recherche et l'étude des sciences parallèles, se voient à partir de ce moment-là conjurés et rejetés par le Congrès des tout-puissants de l'ordre médical. Jean-Martin Charcot est un clinicien et neurologue français, professeur d'anatomie pathologique, titulaire de la chaire des maladies du système nerveux, membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences. Il est le fondateur, avec Guillaume Duchesne, de la neurologie moderne et l'un des plus grands cliniciens français. Il est le précurseur de la psychopathologie. Il est également connu comme le chef de file de l'école de la Salpêtrière pour ses travaux sur l'hypnose et l'hystérie, dont Freud s'est inspiré pour fonder la psychanalyse en y voyant une intéressante méthode d'étude et de traitement de l'hystérie. Il pensait que l'hypnose correspondait à un état neuropathologique caractéristique de l'hystérie, léthargie, catalepsie et somnambulisme. Il avait découvert comment avoir de l'influence sur les symptômes de conversion par l'usage de suggestions post-hypnotiques. L'école de la Salpêtrière, découlant de la médecine, considère qu'il n'y a pas de place pour les séismes et condamne les pratiques de Freud. Charcot, qui considérait les hystériques comme des simulateurs, ne voyait pas la peine de penser en termes de traitement. Parmi les collaborateurs de Charcot, considérés comme les membres de l'école de la Salpêtrière, on compte notamment Joseph Badensky, Paul Richer, Alfred Binet, Charles Fédéré, Georges-Gilles de la Tourette et Alphonse Dumont-Pallier. À cette époque, le débat et les accords entre médecins sur l'état hypnotique et l'idée même de la causalité de la transe permettaient une évolution scientifique de la technique. La Salpêtrière ne reconnaissait pas la vision non scientifique de l'école de Nancy, qui donnait plus d'importance à l'individualité de la personne plutôt qu'à une généralité psychologique mesurable. Auguste Liébaud, qui avait inspiré le docteur Coué dans sa technique, poursuivait les travaux de Braid tout en travaillant comme médecin de campagne. Il hypnotisait des malades gratuitement et avait gagné une réputation de guérisseur qui lui valait l'inimité de ses confrères. Il insistait sur la relation de sympathie entre médecin et malade. Il démontra que toute personne est hypnotisable à condition qu'il le souhaite et qu'il coopère avec l'hypnotiseur. Il fut accepté que la suggestibilité fut une exaltation normale du sujet. Hippolyte Bernheim commence à s'intéresser à l'hypnose à la suite de sa rencontre avec le médecin Liébaud en 1882. Il reconnaît ses méthodes et commence à les introduire dans son service d'hôpital universitaire. Il est bon à cette époque de nommer la présence d'Émile Coué, pharmacien, psychothérapeute français, qui rencontre le docteur Liébaud, thérapeute réputé de techniques de suggestion. Émile Coué décide d'améliorer la méthode d'autosuggestion de Liébaud. Il devient incontournable sur le continent américain pour ses avancées dans le domaine du développement humain et en devient le père du coaching moderne et de la pensée positive. Mais c'est grâce à Émile Coué que la réputation de l'école de Nancy se fit connaître grâce à sa fameuse méthode, où il disait « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » etc. Comme si l'on récitait des litanies. Par la répétition, vous faites pénétrer mécaniquement dans votre inconscient par l'oreille la phrase qui est utilisée. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. En 1883, Bernheim effectue des expériences sur les suggestions criminelles avec le juriste Jules Liégeois et le médecin Henri Bonis. Ces 4 hommes sont les fondateurs de l'école de Nancy. Bernheim définit l'hypnose comme un simple sommeil produit par la suggestion et susceptible d'application thérapeutique. En cela, il s'oppose à la définition de Charcot qui voit en l'hypnose un état pathologique propre aux hystériques. En 1884, Bernheim définit la suggestion comme l'influence provoquée par une idée suggérée et acceptée par le cerveau. Puis en 1886, comme une idée conçue par l'opérateur,
saisi par l'hypnotisé et accepté par son cerveau. En 1903, Bernheim considère que l'on ne peut pas distinguer l'hypnose de la suggestibilité. Il déclare « La suggestion est née de l'ancien hypnotisme comme la chimie est née de l'alchimie. » Il abandonne progressivement l'hypnose formelle, soutenant que ses effets peuvent tout aussi bien être obtenus à l'état de veille par la suggestion, selon une méthode qu'il désigne du nom de psychothérapie. En 1907, il propose le concept d'ideodynamisme, selon lequel toute idée suggérée tend à se faire acte. Pour lui, il n'y a pas d'hypnotisme, il n'y a que de la suggestibilité. Pour l'école de la Salpêtrière, un individu hypnotisable est souvent un hystérique, soit actuel, soit en puissance, et toujours un névropathe, c'est-à-dire un sujet à antécédents nerveux héréditaires, susceptible d'être développé fréquemment dans le sens de l'hystérie par les manœuvres de l'hypnotisation. Charcot prétend décrire des stigmates fixes et non simulés chez les hystériques, en utilisant une hypnose elle-même conçue comme un état spécifique et objectivable. À quoi Bernheim rétorque qu'on peut tout aussi bien, si on le désire, provoquer artificiellement ces manifestations chez des sujets non hystériques, ou bien encore provoquer chez les hystériques des manifestations tout à fait différentes. Bernheim montre également que l'amnésie post-hypnotique est plus facilement levée. Les partisans de Charcot, de leur côté, soulignent que Bernheim, en expliquant l'hypnose par la suggestion, n'a en fait rien expliqué des causes du phénomène hypnotique. Sigmund Freud a été durablement impressionné étant jeune par le magnétiseur public danois Carl Hansen. En 1885, Freud bénéficie d'une bourse de voyage de la faculté de médecine de Vienne et passe 4 mois à la Salpêtrière avec Charcot. En 1886, s'inspirant des travaux de son maître parisien, il donne une conférence à Vienne sur l'hystérie masculine et en 1887 devient lui-même praticien de l'hypnose. En 1889, Freud se rend à Nancy avec sa patiente Anna von Lieben pour rencontrer Liébaud et Bernheim, dont il a traduit en allemand le livre de la suggestion et de ses applications à la thérapeutique. Cette même année, il décide d'appliquer la méthode de Pierre Janet qui est parvenu à guérir des malades de leurs symptômes en retrouvant et désuggérant sous hypnose divers souvenirs traumatiques de leur enfance. Freud passe ensuite à la méthode cathartique de Joseph Breuer, utilisant l'hypnose pour faire revivre affectivement à ses patients des événements traumatiques oubliés. À l'automne 1892, Freud délaisse progressivement l'hypnose proprement dite, au profit de la concentration à l'état de veille et surtout de la Druckprozedur, consistant à presser sur le front des patients et à leur demander d'évoquer une idée ou une image. Cette technique que Freud a héritée d'Hippolyte Bernheim restait une technique de type hypnotique qui avait notamment été utilisée par le magnétiseur danois Carl Hansen. Abandonnant l'hypnose en 1895, Freud trouve une limite dans son application, du fait de la variabilité de la suggestibilité des patients. En 1917, lors de la 19e conférence d'introduction à la psychanalyse, il déclare « Je suis en droit de dire que la psychanalyse proprement dite ne date que du jour où l'on a renoncé à avoir recours à l'hypnose. » En 1936, Freud désirait à nouveau se pencher sur les techniques d'hypnose. Il lui manquait les connaissances de Milton Erickson qui faisait ses premiers pas aux États-Unis. En dépit de l'interdit freudien, de nombreux psychanalystes ont continué à s'intéresser à l'hypnose et à la pratiquer. Parmi ces derniers, on peut mentionner en particulier Sandorf et Renzi. Plusieurs éminents psychanalystes ont contribué à une résurgence de l'hypnose au XXe siècle. On compte notamment parmi eux Laurence Kubi, Léon Ciertocou, François Roustan. Les rapports entre hypnose et psychanalystes ont également été étudiés par des philosophes tels Isabelle Stengers, Michel Henry et Michael Borch-Jacobson. Le père allemand de la psychologie scientifique, Wilhelm Wundt, s'est employé à condamner la pratique de l'hypnose dans L'hypnotisme et suggestion, publié en 1892, en déclarant que, selon lui, hypnotisme et occultisme sont étroitement liés. Dans ce livre, il déclare également que les suites fâcheuses que laisse après elle l'habitude de l'hypnose se manifestent dans l'amoindrissement de la résistance nerveuse et morale. Comme Bernheim, Wundt amène l'hypnose à la suggestion. L'utilisation clinique de l'hypnose s'est éclipsée, sans que les recherches expérimentales ne soient abandonnées pour autant. De nombreux médecins en Europe continuèrent leurs recherches. Binet, Géré, Janet, Chertok en France, Moll et Forel en Allemagne, Dubois en Suisse, Pavlov et Bechterev Platonov en URSS. Ce fut la période des études sur l'altération de l'acuité sensorielle ou de la mémoire, sur la discrimination sensorielle, sur la suggestion post-hypnotique, sur la provocation des phénomènes physiologiques en état de l'hypnose, ampoules, cutanées, etc.
Parallèlement, des psychologues et psychiatres, anciens élèves de Charcot et Freud, poursuivent quelques applications cliniques de l'hypnose comme l'auto-hypnose d'Oscar Freud et la dissociation Pierre Janet. En 1930, Clark Leonard Hull est un psychologue behavioriste américain. Il est avant tout connu pour l'introduction de la notion de pulsion dans sa théorie de l'apprentissage. Il fut le premier à lancer un programme de recherche à grande échelle consacré à l'hypnose en 1933 à l'université de Yale. Déplorant son bannissement, il fut un des premiers à appliquer les méthodes expérimentales et statistiques de la psychologie moderne à l'étude de l'hypnose et de la suggestibilité. Toujours aux États-Unis, l'hypnose thérapeutique demeure en déclin jusqu'à ce qu'un élève de Hull, Milton Erickson, psychiatre établi à Phoenix en Arizona, repositionne l'hypnose clinique de façon décisive. Il développe de nombreuses techniques thérapeutiques créatives et publie quantité d'observations, ce qui réhabilite sensiblement l'utilisation de l'hypnose en médecine et en psychothérapie. Milton Erickson, en tant qu'étudiant en 3e année de médecine, intègre l'enseignement de Hull, qui cherche à appliquer au domaine de l'hypnose une méthodologie stricte. Il reprend le fameux débat entre suggestion, école de Nancy, et état modifié de conscience, école de la Salpêtrière. Milton est fasciné par les phénomènes variés induits par les différents sujets. Hull, lui, penche en faveur de la suggestion. Au printemps 1923, Hull manifeste de l'intérêt pour le travail expérimental d'Erickson sur l'hypnose et lui propose de poursuivre ses recherches pendant l'été et d'en faire le compte-rendu en septembre, devant le séminaire de 3e cycle sur l'hypnose que doit organiser le département de psychologie. Erickson met vite en doute la conviction de Hull selon laquelle l'opérateur, à travers ce qu'il dit et fait au sujet, est beaucoup plus important que le processus comportemental interne du sujet sous hypnose. Il critique également l'acharnement de Hull à instaurer une technique standard pour l'induction sans tenir compte des différences individuelles entre les sujets. En octobre 1923, Erickson décide de mener ses propres recherches et commence à développer diverses techniques d'induction hypnotique permissives et indirectes. Les expériences menées par Erickson déplaisent à Hull, qui a l'impression qu'il ne tient pas assez compte de l'importance des suggestions et de la suggestibilité. De son côté, Erickson s'oppose à Hull, pour qui un sujet hypnotisé perçoit et ressent la réalité qui l'entoure, de la même manière que lorsqu'il n'est pas hypnotisé. Alors qu'Erickson s'éloigne de Hull, il obtient le soutien d'autres professeurs, parmi lesquels le psychologue Joseph Jastrow et le neurologue Hans Luis, qui avaient beaucoup utilisé l'hypnose dans l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Erickson devient directeur de la recherche de la formation psychiatrique au sein de l'hôpital psychiatrique Héloïse, puis pour le gouvernement des États-Unis. À l'hypnotiseur directif et autoritaire, considéré traditionnellement comme le détenteur de la solution recherchée par le patient, qui est l'hypnose classique, il préférait le guide en hypnose thérapeutique qui se définit comme avant tout un catalyseur, un compagnon de la partie inconsciente du patient, guidant celui-ci vers ses ressources intérieures, stockées dans sa mémoire consciente et inconsciente, ses facultés inexploitées d'apprentissage, qui est l'hypnose ericksonienne. Parmi les nouvelles théories de l'hypnose, il faut compter sur la théorie de la néodissociation d'Ernest Hilgard, fondée sur les idées de Janet. Il suppose que de multiples systèmes cognitifs coexistent selon un dispositif hiérarchisé placé lui-même sous le contrôle d'un ego exécutif, responsable de la planification et du monitoring des fonctions de la personnalité. Pendant l'hypnose, ces systèmes peuvent devenir indépendants ou dissociés les uns des autres et peuvent être directement activés par les suggestions de l'hypnotiseur. Cette théorie est aujourd'hui adoptée par une grande majorité de cliniciens et reste la plus influente. L'histoire de l'hypnose commence, et sa compréhension n'est qu'à son début. De nombreux professionnels œuvrent aujourd'hui au développement de cette technique fascinante. Depuis plusieurs années, de nombreuses écoles proposent des formations à l'hypnose thérapeutique ou médicale. Des psychologues, médecins, psychothérapeutes, anesthésistes se forment à l'hypnose, qui fait ainsi petit à petit son entrée dans les hôpitaux, comme au centre hospitalier de Séclin ou à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart en France, au CHU de Liège en Belgique, dans les blocs opératoires, dans les cabinets dentaires, les psychologues, les psychiatres, les neuropsychologues, les infirmiers, la police, les pompiers se forment tous petit à petit à l'hypnose, en France et à l'étranger. L'hypnose en est à la genèse de son histoire et de sa compréhension. De nombreux professionnels œuvrent aujourd'hui au développement de cette technique fascinante, qui sera certainement enseignée dans les écoles dans quelques années. L'hypnose thérapeutique a eu de forts moments de présence dans l'histoire, puis a été complètement mise de côté, faute de preuves dites scientifiques. Elle a donc été momentanément oubliée par le grand public.
Le XXIe siècle est le départ d'une vraie reconnaissance de l'hypnose, dont les effets sont maintenant mesurés grâce à l'IRM et l'électroencéphalogramme. De plus en plus d'écrits scientifiques tendent à redonner ses lettres de noblesse à cette faculté de transformation par l'esprit de l'être humain, à sa neuroplasticité et au grand pouvoir généré par la communication hypnotique. Ces avancées en feront certainement une technique incontournable pour les études des professionnels du siècle prochain, médecins y compris.